semble être particulièrement lié à celui du pouvoir des femmes, à tel point qu'autre jour, je parlais avec un universitaire, et j'étais à dire sur Famille 60, il m'a dit « Ah oui, la reine de France ». Ça semble indissociable. Vos travaux portent aussi sur les reines d'Espagne, de France et même d'Europe. Vous accordez dans vos recherches une place prépondérante au pouvoir féminin, au rôle des femmes dans la construction politique, aux relations d'influence, aux successions patrimoniales. Voilà. Et cette année 2012, à l'école de hautes études de l'ensemble sociale, avec Pierre Renat, vous organisez un programme de conférence autour de la modernité politique examiné cette année sous l'angle du privilège du 16e et 19e siècle à des grands partis structurants de régime monarchique. Je laisse la parole à Mathis Marc. Merci Claire. Je vais essayer d'aller 2 fois plus vite compte tenu du temps qui nous est imparti. Si les travaux de Fanny Kossandé portent entre autres sur les rapports entre pouvoirs politiques, la construction de l'État, l'histoire politique, les possessions territoriales et les préséances, il va de soi que toutes ces questions ne sont rien d'autre que des implications de sa thématique centrale, à savoir la monarchie française à l'époque moderne. C'est autour de ce point référentiel que s'élaborent les thèmes de recherche de l'auteur. La société de cour occupe donc une place de choix dans ses travaux. La société de cour est un corps politique dont la référence principale est le roi. Mais admettre que le roi soit la référence principale de cette société ne veut nullement dire qu'il en est l'unique acteur. C'est dans cette perspective que Fanny Kossandé rédigea une thèse non pas sur la personne du roi, mais sur un personnage que les études historiques avaient laissé jusque-là dans l'oubli, à savoir la reine de France. Cette thèse, la reine de France, symbole et pouvoir, 15e et 18e siècle, a donné lieu au livre qui porte le même titre. Quelle est la place et le rôle de la reine de France dans la construction de l'État? Quelle place occupe la reine de France dans les principales cérémonies d'État? En cas de vacance du pouvoir, comment la reine parvient-elle à remplir le rôle de transmetteur incontournable de la souveraineté? En un mot, du 15e au 18e siècle, quelles sont les différentes évolutions du rôle de la reine de France? Telles sont quelques-unes des questions que l'auteur aborde dans son livre. En s'interrogeant sur le statut que les institutions accordent à la reine, l'auteur parvient à mettre en lumière l'ambivalence de la personne royale féminine qui est à la fois souveraine et sujette. Comme nous le disions, les travaux de l'auteur portent aussi sur les possessions territoriales. Ainsi, dans les monarchies espagnoles et françaises de 1550 à 1714, livre qu'elle publie avec Isabelle Poutrin en 2001, on lit par exemple la définition de l'espace français. La question de la maîtrise de l'espace est tellement importante que le texte nous propose une étude des lieux de dialogue entre le roi et ses sujets. En 2002, Fanny Kossandé publiait, en collaboration avec Robert Destimant, un livre qui a pour titre L'absolutisme en France, histoire et historiographie, aux éditions du Seuil. L'absolutisme, faut-il le dire, est une forme de régime politique dans lequel le chef de l'État détient tous les pouvoirs. Il n'est assujetti à aucune loi et gouverne son contrôle. Le terme d'absolutisme est principalement utilisé pour qualifier la monarchie française des 16e et 18e siècles, appelée également monarchie absolue. Elle a atteint son apogée sous Louis XIV, souverain dit de droit divin, il n'était relevable de ses actes que devant Dieu. Plus généralement, on utilise le terme d'absolutisme pour désigner un pouvoir exercé sans limite et sans partage. Dans votre livre, dans ce livre que vous publiez avec Robert Destimant, il est surtout question d'analyser le concept d'absolutisme afin de voir si la conception que l'on a de la monarchie cadre avec la réalité. Et on découvre finalement que, quand bien même la monarchie a souvent exprimé sa puissance, je dirais même sa toute puissance au détriment des pouvoirs locaux, il n'empêche que dans les faits, elle a souvent eu recours à ces mêmes pouvoirs comme pour la suppléer dans la gestion des affaires. Une telle thèse permet donc de relativiser notre regard à propos du concept d'absolutisme qu'on accole très souvent à la monarchie. En 2004, Fanny Kossandé réunit des textes de différents auteurs qui donnent forme au livre que nous avons fait circuler, qui a pour titre « Dire et vivre l'ordre social en France sous l'Ancien Régime ». Comme le titre l'indique,
il s'agit de comprendre comment se faisait l'organisation de la société sous l'Ancien Régime. Nous lisons une parfaite adéquation entre le titre du livre et les questions abordées. Ainsi, d'une part, dire l'ordre social fait partie des prérogatives même du roi. Le roi étant le représentant de Dieu sur terre, dire l'ordre apparaît comme un acte créateur qui n'est pas sans nous faire penser au verbe de la Bible. Au commencement était la parole, etc. Tout comme le verbe, le dire participe de la création d'un ordre social. En d'autres termes, dire l'ordre, c'est pour le roi une manière d'exprimer son pouvoir, ce qui participe de la cohésion sociale. Mais la querelle de 1570 à laquelle vous faites référence dans cet article, dans l'insoutenable légèreté du rang, cette querelle nous permet de déduire que certains individus, dans un élan de concurrence, s'arrogent quelquefois le rang de dire l'ordre lorsqu'ils plaident en leur propre faveur auprès du roi. Cette querelle met en scène le duc de Nevers, les princes de Longueville, de Nemours et de Guise. Tous aspirent à une place honorifique dans la hiérarchie des rangs. Et cela, surtout à l'occasion du mariage de Charles IX. Mais grande sera la déception du duc de Nevers qui occupera malheureusement pour lui la dernière place. Il refuse ainsi d'assister à cette cérémonie car sa présence ne serait rien d'autre qu'une façon de cautionner sa propre humiliation et sa soumission. Cette histoire permet de comprendre comment des individus tendent à orienter la lecture ou la vision que le roi a de la configuration politique qui convient. D'autre part, étant donné que les souverains sont distributeurs des honneurs dans leurs États, vivre l'ordre social relève surtout des sujets. En d'autres termes, il est du devoir des sujets de vivre et d'accepter l'ordre dicté par le roi. Aussi, dès lors que cet ordre décidé par le roi ne répond pas aux aspirations des individus, ceux-ci le considèrent comme quelque chose d'invivable, ce qui donne lieu à des conflits au sein même du corps politique. Pour que l'ordre social soit harmonieusement vécu, il faut s'en tenir aux règles. Or, celles-ci changent souvent en fonction des circonstances, ce qui n'est pas sans entraîner quelques conflits au sein de la société. Nous avons également été séduits par la couverture de ce livre, et c'est la raison pour laquelle nous avons distribué les images qui sont dans la salle. La première image montre au lecteur une gravure relative à l'ordre de la procession de la chasse de Sainte-Geneviève. La procession se déroulait selon un cérémonial précis. Tous les corps constitués, toutes les confréries, corporations et congrégations religieuses étaient tenues d'y assister. La procession se rendait à Notre-Dame où une messe solennelle était chantée avant de remonter sur la montagne Sainte-Geneviève. Mais ce qui retient le plus notre attention, c'est la seconde image. La seconde image met en scène la reine Christine de Suède, entourée de sa cour, écoutant le philosophe Descartes, faisant une démonstration de géométrie en présence du prince de Condé, d'Élisabeth de Bavière, princesse de Palatine et du père Mersenne. On peut lire cette image à l'aide des outils d'analyse grammaticale que vous évoquez dans votre livre, dans votre article, j'entends, l'insoutenable légèreté. Quand vous dites, entre autres, que être à droite de la personne royale est toujours plus honorable. La présence du prince et de la princesse à droite de la reine, puis celle de Descartes, le philosophe, et du père Mersenne à gauche, constitue une parfaite illustration de l'ordre social qui prévalait à cette époque. Vous avez écrit près d'une quarantaine d'articles, soit 37 au total, et Claire a bien fait d'insister là-dessus. De tous ces textes, nous sommes particulièrement intéressés à l'insoutenable légèreté du rang. Donc, c'est un texte qui se trouve dans ce livre, de la page 169 à 189. S'inscrivant dans le cadre de vos travaux sur la société de cours, votre analyse s'articule essentiellement autour des conflits de préséance sous l'Ancien Régime. Nous nous proposons donc de faire une présentation très rapide sous forme de questions-réponses. Par quel procédé les individus se définissent-ils sous l'Ancien Régime? Vous répondez en soulignant que les individus se définissent en fonction de leur rang social. Autant la société est hiérarchisée,
autant les individus qui la composent se doivent de connaître leur position sociale, non seulement pour l'exprimer, mais aussi pour se conformer à l'ordre établi. Le respect de sa place participe de l'harmonie sociale. Seconde question que je me suis également posée, qu'est-ce qui est la référence des dignités? Autrement dit, par rapport à qui les individus se définissent-ils sous l'Ancien Régime? Sur ce point, vous montrez que le roi est l'élément référentiel vers lequel tout le monde se tourne. C'est lui qui détient les dignités ainsi que les honneurs qu'il accorde aux membres du corps politique. Et vous écrivez, page 169, ce qui suit. Le souverain représente le point ultime de tout ordonnancement, le sens du monde visible, manifestation d'un autre monde invisible, référent suprême, celui de la divinité. Fin des citations. Qu'est-ce qui fait la particularité des préséances? Mieux, pourquoi sont-elles source de conflit? À ce propos, vous avez souligné la particularité des préséances en les distinguant des titulatures. Si les titulatures se définissent comme l'ensemble des titres que porte un individu et que les préséances renvoient au droit de précéder les autres dans une hiérarchie honorifique et qu'elles impliquent une certaine grammaire des rangs, c'est votre terme, il va de soi qu'elles se particularisent par des conflits. Ainsi, à la page 169, vous dites à ce propos que les préséances sont, je cite, actions en ce qu'elles requièrent la participation physique des protagonistes. Fin de citation. Le roi, détenant les dignités ainsi que les honneurs, il les accorde aux membres du corps politique. Ceux-ci, déterminés par des affects contraires, n'hésitent pas à nourrir des rapports conflictuels. Avant-dernière question, et je terminerai par là. Puisque qui dit préséance dit hiérarchisation, quels sont les différents critères d'évaluation du rang des individus? Alors c'est vraiment l'un des passages de votre texte qui m'a le plus plu. Vous répondez à cette question par la mise en relief de ce que vous appelez une grammaire des rangs, dont le but est de comprendre la représentation spatiale des hiérarchies. À la page 174, vous dites devant, derrière, dessus, dessous, droite, gauche, sont les trois données constamment retenues pour évaluer la place de chacun. Le roi occupant toujours une position centrale, unique, supérieure, comme référent ultime. Il est devant, au-dessus, à droite, être devant, au-dessus, à droite, est toujours plus honorable, sachant cependant qu'à la table royale, par exemple, la seconde à gauche est préférable à la troisième à droite. Cela dit, de cette grammaire des rangs, vous déduisez ce que vous appelez le vocabulaire de la soumission. La soumission renvoie en principe à la position de celui qui occupe un rang à la suite des autres. Du fait qu'il soit précédé, il est pour cela même dominé par celui qui est devant ou au-dessus de lui. Et vous formulez cela de la manière suivante. Celui qui passe après, qui est mis sous, est compris comme soumis. Fin de citation. En vous fondant sur les travaux de Furetière, vous montrez que la personne qui passe après est dans une situation d'humiliation et d'obéissance. Humiliation parce que son pouvoir est comme nié au profit du pouvoir de celui qui passe avant lui, et obéissance en ce sens qu'en respectant cette classification, il obéit au roi en obéissant à celui qui le précède. On comprend donc pourquoi les dernières places sont toujours boudées en quelque sorte. Et dernière question, je m'arrêterai par là. Quel rapport y a-t-il entre les préséances, les cérémonies et la construction de l'État? Autrement dit, en quoi les préséances participent-elles de la construction même du corps politique? Les préséances participent de la constitution du corps politique. Il y a comme une géopolitique dont le roi est le principal acteur. Par l'attribution du rang, le roi exprime son pouvoir, sa toute-puissance. En ordonnant les rangs, le monarque configure par la même occasion un ordre social déterminé, c'est-à-dire un ordre social qui tienne compte non seulement de la cohésion sociale, mais aussi des délimitations du royaume. Ainsi, dans votre article, à l'instar de Charles IX, le monarque ne donne pas rang de façon aléatoire. Le rang est toujours donné en connaissance de cause. L'exemple de la querelle de 1570 permet de constater que la décision du roi obéit à des raisons politiques. Elle implique, entre autres, des connaissances géographiques
qui conduisent le souverain à mesurer l'étendue de son pouvoir, autrement dit, sur quel sujet il peut avoir la main mise. En donnant le rang, le roi ne fait pas qu'accorder des dignités et des honneurs aux individus, mais il exprime aussi son pouvoir de contrôle sur ces sujets et au-delà, sur son territoire. Sans plus tarder, nous allons devoir vous écouter, puisque c'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui. Merci. Merci pour cette présentation et cette analyse. J'espère que vous avez